à ceux qui suivent avec acharnement euh, la Covid, cette pandémie redoutable, qui nous a forcé la main pour revoir nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et pour remettre en question les fausses prospérités qui font la fierté de l'homme du XXIe siècle. Merci à ceux qui pensent à notre bien-être. Merci aux différentes composantes médicales et sanitaires qui trouvent aux premières lignes au risque de leur propre contamination et qui assurent vaillamment la prise en charge des personnes atteintes. Merci également aux forces de l'ordre, aux enseignants, à tous ceux dont les contraintes professionnelles obligent à assurer des difficiles dans la culture actuelle. Je pense bien sûr aux éboueurs, aux techniciens de surface, aux fonctionnaires, c'est long. À l'évidence, à Monsieur le Président de l'Université, Monsieur Nabil Hmina, et à l'équipe technique de l'Université Sultan Moulay Slimane, tout particulièrement Monsieur Mohamed Gouskir et Abdelrahim Sbaï, le secrétaire général de l'École supérieure de l'éducation et de la formation de Bnimlal, pour leur efficacité et leur soutien généreux. Je salue vivement également le professeur Rachid Jam qui a coordonné la tenue de cet événement et le professeur Hamid Larnabi, le concepteur de l'affiche de cette visioconférence sur le thème « Le Maroc, raconter aux enfants l'exemple de Sonia Oujou ». Aujourd'hui, nous accueillons parmi nous Madame Bernadette Rey Mimoso Ruiz, professeure émérite à l'Institut catholique de Toulouse et titulaire de la chaire Francophonie et Migration au sein du même établissement. Je voudrais tout simplement rappeler que Madame Bernadette a sérieusement contribué à la signature de l'accord cadre de coopération entre l'Institut catholique de Toulouse et notre université. Madame Bernadette a publié seule ou en collaboration avec des collègues plusieurs ouvrages. Je citerai volontiers quelques-uns. Fouad Laroui, Écrivain sans frontières aux éditions Zlige en 2020. Fouad Laroui aux éditions L'Harmattan en 2018. Frontières, littérature francophone postcoloniale du XXIe siècle aux presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse en 2018. Mahi Bin Bin aux éditions L'Harmattan en 2016. Histoire de l'écriture, écriture de l'histoire aux presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse en 2016. Et enfin, L'enfant, le livre, l'image, de l'apprentissage marketing aux presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse en 2014. Madame Bernadette nous entretiendra aujourd'hui de la littérature d'enfance et de jeunesse, qui est à mon avis assez négligée dans notre pays, excepté les quelques travaux qui avaient pour objectif de contribuer à l'épanouissement de cette littérature, tant au niveau de la création qu'au niveau de la réflexion critique. Donc, sans différer, donc je cède la parole à Madame Bernadette. À vous la parole, Madame. Bien, monsieur le directeur, je vous salue avec beaucoup d'amitié. Je suis contente de participer à quelque chose à Bnimelal parce que vous savez tous que je viens toujours avec plaisir et que là, je viens par la voie informatique, si on peut dire. Et c'est avec plaisir que je vais vous entretenir donc de cette littérature cette littérature pour la jeunesse, en particulier au Maroc, parce que c'est un peu particulier, et puis parce que j'ai choisi Sonia Ouajou, qui a contribué à apporter une touche, disons, novatrice à cette littérature pour la jeunesse. Bien, je remercie bien sûr l'invitation, Monsieur Mounir Oussikoum pour son invitation, parce que c'est toujours une joie de me retrouver parmi vous. Et je vais vous parler donc de cette littérature, en commençant par vous donner quelques indications sur la littérature de jeunesse, à distinguer la littérature pour la jeunesse de la littérature de jeunesse.
j'entends par là que littérature pour la jeunesse est une littérature qui est destinée à un public d'enfants ou d'adolescents, et que la littérature de jeunesse est une littérature qui parle de l'enfance ou de la jeunesse de l'auteur, ce qui est tout à fait différent. Donc c'est de la littérature pour la jeunesse dont il s'agira. C'est, Monsieur Ossiko vous a dit que c'était quelque chose d'assez récent au Maroc. C'est quelque chose de relativement récent également en France, parce que c'est une littérature qui a commencé par être des petits traités d'éducation destinés aux enfants de la noblesse, de l'aristocratie, aux enfants de souverains. Et puis petit à petit, c'est devenu une littérature, disons, destinée à une jeunesse bourgeoise, c'est-à-dire à un enfant de bourgeois, de la classe bourgeoise sous le Second Empire, avec la fameuse comtesse de Ségur et celui que vous connaissez sans doute mieux, qui est le célèbre Jules Verne, donc elle fait des enfants. Et puis, bien entendu, cette littérature n'a fait que se développer au fur et à mesure que la place de l'enfant devenait plus importante dans la société. L'enfant, vous savez que était au Moyen Âge jusqu'au 19e siècle était un accessoire dans la famille, c'est-à-dire soit un héritier destiné à prolonger la lignée, soit des bras supplémentaires quand il s'agissait de paysans ou d'artisans. Bon. À partir du 19e siècle, le culte de l'enfant a commencé. Et sans doute, dans vos études, avez-vous rencontré Victor Hugo, qui, lui, a beaucoup célébré l'enfance et lui a donné une véritable importance. Bon, les années passant, l'enfant occupait de plus en plus de place, parfois même jusqu'à la tenir tout entière dans la famille, ce qu'on appelle l'enfant roi. Et cette importance de l'enfant dans la société a également été accompagnée de littérature pour les enfants. Donc, ce préambule étant posé, je voulais vous parler de Sonia Ouajou pour deux raisons. Parce que, d'abord, elle concerne le Maroc et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, de savoir comment se développe la littérature au Maroc, la littérature pour la jeunesse. Et euh, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas un écrivain a priori, c'est plutôt quelqu'un, une plasticienne, quelqu'un qui travaille sur la peinture. Ce n'est pas véritablement un écrivain et elle s'est mise à écrire justement dans l'optique de développer littérature pour les enfants, d'apporter des albums à des enfants. Bon, cette littérature marocaine, vous la connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Elle a su parler de l'enfance dès les premiers ouvrages en langue française. Je pense au Passé simple, hein, qui parle de la jeunesse d'un certain Driss Raibi, La boîte à merveilles de ses fruits, Le chapelet d'ambre, etc., qui sont des ouvrages qui sont en partie destinés aux enfants, mais pas uniquement destinés aux enfants. Euh, un, un universitaire marocain qui s'appelle Assad Ibrahim a écrit un ouvrage très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle La littérature de jeunesse au Maroc, approche historique et analytique, qui va de 1900 à 2006. Donc, qui montre justement cette évolution qui est passée par une considération plus importante de l'éducation, mais aussi par le développement des maisons d'édition. Les progrès techniques de l'impression ont eu un rôle important et aussi le sentiment de devoir transmettre aux enfants un patrimoine culturel dans un monde où la mondialisation tend à balayer les spécificités nationales. Et justement, Sonia Ouajou joue là surfe sur cette vague, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle accorde beaucoup d'importance à la transmission du patrimoine chez les enfants. Cette littérature pour les enfants a bénéficié d'une collaboration importante, tant sur le plan économique que sur le plan éditorial, entre la France et le Maroc. Donc cette collaboration de part et d'autre de la Méditerranée a permis une véritable création d'un département de littérature jeunesse, hein, pour la jeunesse. La première librairie spécialisée en art, c'est le Carrefour des Arts, qui a été fondé en 1995, donc c'est relativement récent, par Hamida Hachimi Alaoui. Donc l'exemple des albums que j'ai choisis illustre tout à fait le rôle de la littérature à destination de l'enfance,
en particulier pour ce qui est de cette collection, donc, qui est importante, qui s'appelle la collection Malika et Karim, qui est parue donc, dans les années 2000. L'éditrice de cette édition explique la démarche qui a guidé l'apparition de cette collection destinée à des enfants entre 4 et 7 ans, en collaboration avec l'écrivain illustrateur Sonia Ouajou. Je la cite. L'idée était d'éditer des livres pour enfants avec un référent culturel marocain et non pas de donner accès à des enfants marocains à une littérature pour les enfants écrite en France pour des Français. Donc, c'est paru dans l'édition dans le Maroc aujourd'hui en 2005. La collection donc a vu le jour après les rachats des droits de l'édition La Croisée des Chemins que vous connaissez, avec l'aide du bureau de l'ambassade, bureau du livre de l'ambassade de France, qui a mis en place un département consacré à la jeunesse. Donc, elle se compose de 8 albums qui s'inscrivent dans une véritable modernité par la qualité des illustrations, que j'aurai l'occasion de vous montrer, qui sont dessinés par l'auteur, qui ne doivent rien aux conventions habituelles, ou tout au moins aux conventions un peu fades de ces illustrations pour les enfants, qui sont souvent, disons, mignonnes, avec des tons pastels, etc. Au contraire, là, il s'agit d'une série d'aventures qui met en scène donc 2 enfants, Malika et son frère, et Karim, et qui est à la fois ludique et didactique, donc qui répond à ce qu'on attend de la littérature pour la jeunesse et de la littérature de manière classique, c'est-à-dire distraire et éduquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette collection est parue à la fois en France et au Maroc, et qu'il existe même des éditions en bilingue. Donc c'est assez intéressant. Alors, puisque l'obstacle principal de la diffusion de la littérature est souvent le prix, les albums sont d'un prix assez modéré au Maroc. Ils sont de 50 dirhams, hein, ce qui n'est pas... de 25 à 50 dirhams, ça dépend des éditions. Bien entendu, malheureusement, ces éditions s'adressent souvent à une population plus citadine que rurale, mais ils témoignent toutefois d'une attention portée aux lectures adaptées à l'âge de l'enfant et qui prend en compte donc les fameuses étapes de son développement que vous avez l'occasion de rencontrer dans votre parcours universitaire. Si l'on considère cette série qui est composée donc de 8 livres, il convient de noter avant tout 2 intentions. Donner au Maroc une image juste pour les enfants marocains qui soit éloignée des stéréotypes pour les enfants français. C'est-à-dire qu'il y a une double démarche, à la fois éclairer, apporter un savoir et une transmission aux enfants marocains, et en même temps, puisque l'édition a lieu aussi en français, de donner aux enfants français une autre image du Maroc que celle carte postale qui est généralement diffusée. Donc cette démarche se veut fidèle dans sa dimension à la fois contemporaine et traditionnelle. On retient successivement plusieurs points. Donc, je vais vous montrer au moins les couvertures. Donc, il est question dans ces ouvrages de savoir coutumier, à savoir les cérémonies et les éléments du quotidien. Alors, vous avez par exemple le mariage, je ne sais pas si vous voyez bien, le mariage de Tata Keltoum en 2000, le tagine de Foutma en 2002. Elle montre également l'empreinte de la religion dans la société, avec la nuit du destin et le feu de bois d'Ashura. Elle est aussi un porte-parole des richesses naturelles du pays et en particulier la lamisette au bled de l'Arganier en 2002. Elle montre aussi les dangers d'une exploitation inconsciente de la végétation dans un album qui s'appelle Milala et Bassidi à Merzouka, où il est question justement d'écologie, puisque elle dénonce la manière dont les palmiers de cette région ont été décimés. Ensuite, elle parle également de l'édition de l'histoire nationale avec un album qui s'appelle « À la recherche des Almohades » en 2002. Et enfin, elle aborde les contes dans un ouvrage qui est « Les Djouns de la Médina » de Fès, donc en 2001.
Chacun des albums présente une facette de la société et de la culture marocaine dans sa diversité, afin de transmettre des connaissances tout en distrayant le jeune lecteur, en lui faisant vivre des aventures qui l'entraînent dans plusieurs régions du Maroc. Vous avez vu un aperçu, Fès déjà, Merzouga, et on a Rabat, Casa, etc. Et ces deux personnages sont Malika et Karim, et leur petite chèvre, qui s'appelle Lala Misette. Le héros, donc deux héros, un garçon, une fillette et son plus jeune frère, qui sont accompagnés de leur chevrette, laquelle chevrette est, d'après Sonia Ouajou, celle qui était la compagne de son enfance, puisqu'elle avait, une chevrette apprivoisée, peut-on dire, qui accompagnait ses jeux avec ses frères et sœurs. Cette chevrette assume les mêmes fonctions que pourrait faire un chien de compagnie ou un chat, sans en avoir des connotations trop faciles et quelquefois discriminatoires pour ce qui est du canin. Les plus souvent seuls, ces enfants sont malgré tout dotés d'une famille qui apparaît dès le deuxième volume avec le mariage de Tata Keltoum, se précise dans Milala et Bassidi à Merzouga, où apparaissent les grands-parents, et ainsi que dans La Nuit du Destin, dans lesquels les parents jouent un rôle important. Donc on a tout à fait les éléments de l'histoire destinée aux enfants, deux enfants qui vivent leur aventure d'enfants, mais qui en même temps sont dotés d'une famille qui les accompagne. Il y a deux thématiques essentielles. La première, c'est la confrontation et la manière dont tradition et modernité peuvent être complémentaires et vivre harmonieusement. Et enfin, la deuxième thématique importante, c'est celle de la transmission d'un patrimoine. Donc, pour ce qui est de la thématique, La Nuit du Destin est assez intéressante parce qu'on y voit des parents qui sont habillés de manière, alors j'espère que vous voyez bien l'image, qui sont habillés de manière à la fois traditionnelle et moderne. Vous voyez que maman Zoubida porte une djellaba, mais aussi des lunettes, et que ses cheveux sont courts. Papa Azi est vêtu d'un sweatshirt de baseball, mais doté d'un saroual et chaussé de babouche. C'est pas tout à fait un hasard. Les enfants, donc, ont des habits qui pourraient être ceux de n'importe quel enfant européen, mais lorsqu'ils se rendent à la mosquée, ils sont habillés en costume traditionnel. Donc ces détails sont une démonstration d'un possible ajustement des traditions, donc séculaires, au monde contemporain, qui vise donc à transmettre des coutumes et des valeurs, sans pour autant renier la modernité et la nécessité de vivre dans son époque. Si pour un regard marocain, ces costumes sont familiers, il n'en va pas de même en France, où le Maroc est très souvent représenté sous un aspect folklorique. Vous remarquerez que les illustrations qui accompagnent le texte sont souvent redondantes plutôt que complémentaires. Alors, je m'explique. Redondantes en ce sens qu'elles disent les enfants montent un escalier et vous voyez un enfant qui monte un escalier. Et complémentaires parce qu'elles apportent un plus au texte. Le texte est court, hein, les textes font 2-3 lignes et sont peu importants parce que ça s'adresse à de jeunes enfants. Et quelquefois, l'illustration complète le texte. Hein. Dans l'étude pour les albums de jeunesse, il faut toujours distinguer les illustrations redondantes, c'est-à-dire on parle d'un arbre, on voit un arbre. Alors, complémentaire, on parle d'un arbre, mais on voit aussi à côté un cheval, un oiseau, etc. Donc, qui complète le récit, puisque le récit, le principe de l'album, c'est d'avoir un texte, mais beaucoup d'images, et les images apportent un plus au texte. Donc l'enfant se livre à une double lecture. Dans un premier temps, il voit les images, donc il se crée son propre récit, et ce récit qu'il se fait s'adresse ensuite, se complète du récit écrit, et donc qu'il est en train de lire. Bon, ces volumes, ces petits ouvrages, ces petits albums ont quelquefois, à la fin de l'histoire, un glossaire
qui est important, non pas tant pour les enfants marocains qui connaissent les termes dont il est question, mais surtout pour les enfants français, qui leur permet d'avoir un vocabulaire adéquat et de percevoir les choses d'une manière juste. Donc, on est là aussi dans la volonté de transmettre au-delà des frontières un récit en particulier des traditions donc, qui sont particulièrement ancrées dans le monde, dans l'univers marocain. Celui qui... Donc, en ce sens, on a une véritable passerelle entre le monde marocain, donc destiné aux enfants marocains, pardon, et celui destiné aux enfants français. L'album qui représente le plus cette intention de passerelle, hein, de pont entre les deux rives de la Méditerranée, c'est Le Feu de bois d'Achoura, qui met en scène donc les deux héros, mais aussi un petit Parisien qui est prénommé Thibaut, qui est l'invité de Malika. Le cadre spatial de l'album se passe à Tanger. Il souligne bien sûr encore davantage cet échange entre les deux rives de la Méditerranée, puisque c'est une ville plateforme entre Europe et Maghreb, comme vous savez. La fête d'Achoura constitue un événement important dans la vie des enfants marocains, mais elle est totalement inconnue des enfants français. Bien qu'elle soit un moment de recueillement et de jeûne, cette fête est peu à peu devenue l'occasion de célébrer la famille et la place de l'enfant dans celle-ci, en suivant ainsi l'évolution de la place de l'enfant dans la société. De fait, ce jour rejoint les pratiques ancestrales dont l'origine se perd dans les temps et que l'islam, à l'identique des autres religions, a repris en la reliant aux événements de la vie du prophète Mohammed à son arrivée à Médine, inscrivant ainsi l'islam dans la tradition mosaïque. L'aspect carnavalesque hein, que peut prendre cette manifestation est souligné par la mention des pétards. Il est question de pétards qui fusent de partout, dit à la page 4, des lancers de zamzam purificatrice, qui perd dans l'album sa connotation sacrée, puisque les enfants s'amusent à arroser les parents, ce qui n'est pas quand même une manifestation très académique. La tradition du Shella est maintenue et se tient sur la plage, le bûcher se composant de tout ce qui peut brûler et embarrasse la population. Mais les poupées de Baba et Chour ne sont plus d'actualité, pas plus que la quête pour les pauvres de cette figure légendaire à la veille de la fête religieuse. En revanche, les cadeaux offerts aux enfants sont mentionnés, ce qui fait dire à Thibaut, le petit Parisien, « Il est drôle votre Noël ». Sonia Ouajou donne ainsi une version contemporaine de cette fête, lui apporte un complément qui a valeur d'enseignement. En effet, lorsque les enfants se rendent à la plage pour préparer donc le shéala, celle-ci est encombrée de détritus de toutes sortes et il paraît impossible d'y préparer un feu tellement elle est envahie. Aussi, les enfants ont-ils recours au mythe. Ils espèrent que Hercule va les aider, la fameuse grotte d'Hercule qui est donc à Tanger. Hercule va venir les aider pour nettoyer la plage. Et c'est ce que leur souffle la chevrette, appelée Hercule. La mention des grottes donc renvoie d'une part à la magie des mythes gréco-romains, qui sont quand même présents et abondants dans le nord du territoire marocain, et d'autre part, elle est aussi l'occasion pour l'auteur d'éveiller les enfants au respect des lieux et de l'écologie, en leur montrant combien la plage est encombrée et combien il est nécessaire de la nettoyer. Elle les invite à réfléchir à ce qui doit être fait des détritus. Finalement, ce sera les enfants eux-mêmes qui vont, et non pas un héros qui va les aider, ce sont eux qui vont œuvrer à nettoyer cette plage. Donc, vous voyez que derrière un petit fait, on a tout un enseignement du fait de préserver l'environnement. Et à partir de ce travail collectif, donc ça veut dire qu'à plusieurs, on arrive à faire ce qu'on n'arrive pas à faire seul et qu'on n'attend pas un miracle ni une intervention magique, ils vont s'apercevoir de la pollution maritime et de la pollution atmosphérique. Les rejets pétroliers en mer sont mis en évidence par la présence d'oiseaux englués de goudron, donc de pétrole, si vous voulez. Et Malika dit à Karim, regarde, ce sont les bateaux là-bas qui sont responsables. Et on voit un cargo chargé de barils. Ainsi, le rendu iconique
place-t-il le lecteur dans une position privilégiée qui lui montre l'intégralité de la scène avec les causes et les conséquences des dégazages sauvages des navires. De même, plus loin, ce sont des industries situées sur le littoral qui rejettent des fumées toxiques. Et la lamisette se fait championne de l'environnement parce qu'elle grimpe au sommet d'une des cheminées, bâillonne et, elle leur dit, il faut grimper au sommet d'une des cheminées, bâillonner une de ces ignobles monstres qui crachent une épaisse fumée noire. Donc, sous l'aspect d'un récit où le merveilleux jouxte le réel, l'auteur, tant par les illustrations que par le texte, laisse entendre que chacun est responsable des dégâts occasionnés à l'environnement. Il s'agit là d'une prise de conscience collective des dangers de la pollution, qui n'est pas si récente dans le monde et au Maroc non plus, mais qui inscrit cette réalité au cœur des nouvelles générations. N'oublions pas que le COP 22, la conférence de Marrakech, s'est tenue en 2016 au Maroc, donc qui est sans doute une première en Afrique. Donc cette thématique se développe aussi, comme je vous l'ai dit, dans Milala Bassidi à Merzouga, qui attire l'attention, qui insiste sur l'exploitation touristique du désert, qui va peu à peu détruire les dunes, il ne faut pas rêver, et l'arrachage scandaleux des palmiers, qui entraîne une sécheresse. Donc, dans ces deux petits récits, à travers l'action des enfants, on voit qu'il y a toute une démarche écologique qui se met en place. Tout au moins, une invitation à réfléchir à la protection de l'environnement et à l'écologie. Dans son aspect religieux, la nuit du Destin se situe à Casablanca. Et ça, c'est pas un hasard, parce que la métropole est fortement européanisée, et l'on pourrait la croire éloignée des traditions et des célébrations religieuses. Il n'en est rien dans l'histoire, puisque le ramadan demeure une pratique que tous les enfants observent, qu'ils cessaient à observer dans le récit, afin de pouvoir y participer pleinement, donc être en phase avec cette pratique religieuse que la modernité n'efface pas. Si le déroulement d'une soirée de Ramadan est familier aux enfants marocains, bien sûr, les enfants français, les lecteurs francophones, tout au moins ceux qui ne sont pas dans une famille musulmane, ne sont pas du tout au courant de la manière dont ça se passe. Le titre est poétique, La nuit du destin, et renvoie à un épisode capital de la religion, puisqu'il s'agit de la nuit où l'ange Djibril a révélé le Coran à Mohammed. Le terme, à défaut du sens, a été toutefois popularisé en France, vous le savez, par le roman de Tahar Ben Jelloun, qui avait dénommé en premier lieu son roman La nuit sacrée, La nuit du destin. Mais le jeune public ignore le sens profond de cette nuit mystérieuse, qui prend sous le crayon de Sonia Ouajou valeur de conte fantastique. La dimension religieuse est marquée à plusieurs titres. D'abord, il est question des fumigations destinées à purifier la maison. La prière familiale à la mosquée en tenue traditionnelle. Il est nommément dit dans le texte, la famille, chacun enfile sa djellaba. Et si le ciel s'ouvre cette nuit particulière, il devient un bestiaire fantastique que je vais essayer de vous montrer dans une double page. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Donc ce bestiaire est tout à fait fantastique. Il flotte autour des enfants installés en haut du phare de Casablanca, dans lequel on peut reconnaître l'influence de Chagall. Vous voyez ces animaux qui volent, on est tout à fait inspiré des animaux et des êtres volants que l'on retrouve chez Chagall. La matérialisation de la croyance où les anges descendent du ciel pour pardonner aux hommes en cette fin de Ramadan apparaît ici à l'instant magique pour permettre de faire un vœu qui sera exaucé. L'auteur a choisi de représenter donc sur une double page ce moment merveilleux et emploie à cet effet des couleurs vives et des formes en spirale qui expliquent bien justement l'éblouissement de Malika. Le décalage entre la modernité des tracés, vous voyez que les tracés sont assez aigus, on n'est pas du tout dans les rondeurs habituelles. Le décalage donc entre ce tracé, la modernité des tracés et l'aspect médiéval de l'imaginaire,
on y voit des licornes ailées, des animaux volants, apporte un complément au récit qui, dans ce format, donc ce double format, restitue l'essence sacrée de cette nuit tout à fait exceptionnelle. Les contraintes du ramadan, le jeûne, du lever au coucher du soleil, ne pas prononcer de gros mots, etc. pour les enfants, son sens profond d'approcher le dénuement. Malika dit « Je comprends à présent la souffrance des pauvres », c'est une des démarches du ramadan, l'obligation de l'aumône sont signifiées dans leur dimension familière et mises à la portée des jeunes lecteurs. La réunion familiale au moment du ftor, la fierté du premier jeûne pour Malika, qui prend ici conscience de son bonheur et de son adhésion à la foi de sa famille, marque la nécessité et la pérennité de cette pratique religieuse. Le réalisme mettant en scène le tohu-bohu des dernières minutes avant la rupture du jeûne, qui est bien mentionné dans le texte, mêle dans une double illustration toutes les catégories sociales, depuis le fonctionnaire en costume, le sportif, la femme voilée, celle qui est en tenue européenne, le vieil autobus et la limousine, etc. On a toutes les composantes de la société marocaine réunies dans une seule illustration. Mais au-delà du caractère informatif, se dégage là aussi un message qui s'inscrit dans une lutte contre les préjugés. En effet, à contrario d'une conception traditionnelle, c'est la fille qui est la première apte à supporter le jeûne, à comprendre le sens, tandis que son frère plus jeune n'en perçoit que la surface. En cela, l'album s'inscrit dans la perspective d'une rupture avec la déconsidération dont a été victime le sexe féminin, auquel bien sûr les modifications récentes de la Moudawana redonnent sa dignité, avec cependant la réserve d'une diffusion insuffisante qui laisse une grande partie de la population dans la méconnaissance de cette loi. Donc il y a une volonté de transmettre l'idée que, fille ou garçon, les droits et les obligations sont les mêmes. Donc Malika a le devoir de respecter la coutume, comme son jeune frère a le droit de le faire aussi. Mais il y a une véritable égalité entre les deux. Il est bien évident que les lecteurs de Sonia Ouajou sont souvent informés, ou tout au moins leur famille, mais la circulation des livres ne peut que diffuser la mise en place dans la société du code de la famille. Dans le même esprit de diffusion des pratiques traditionnelles, on a le mariage de Tata Keltoum qui entraîne les deux enfants dans les secrets de la cérémonie, tandis que texte et image contribuent au caractère joyeux de l'événement. Alors, les couleurs sont très douces, regardez, beaucoup moins agressives que dans l'album précédent, justement parce qu'il y a une notion de grâce dans cette cérémonie. Et il y a du ton rosé, des bleus subtils, des orangés, qui accorde les chromatismes aux réjouissances, et pour être fidèle à la réalité dans le récit des faits, l'album prend une dimension de conte, bien sûr, dans lequel on peut retrouver les contes de fées et une partie des Mille et une nuits, puisqu'on est dans l'abondance, dans la beauté, et dans la musique, etc. S'il est convenu donc que les textes destinés aux enfants relèvent essentiellement du conte, celui que propose la collection Malika et Karim dans les Djouns de Médina de Fès est sans doute l'exemple le plus significatif. Outre la découverte d'une ville nouvelle, puisqu'on est passé de Tanger à Casa, là on est à Fès, cet album offre des caractéristiques intéressantes. D'abord parce que la définition du mot Djoun, qui appartient donc à la Darija, et souligne la nécessité des textes en harmonie avec la langue usuelle, et peut-être aussi qu'il est possible d'y déceler, mais ça c'est tout à fait personnel, d'y déceler un message envers la revendication d'une langue écartée du système scolaire. C'est le deuxième, ce volume est le deuxième album de la série. Il se définit un peu comme la suite du précédent, la suite du mariage de Tata Keltoum, en proposant la visite à des enfants à un parent qui n'a pas pu assister au mariage. Donc il y a une véritable volonté de poursuivre l'histoire des enfants d'un album à l'autre, donc pour bien montrer combien ces enfants sont des personnages vivants et évolutifs.
Les éléments du conte apparaissent dès le titre, bien sûr, avec les djouns, place le récit dans une ville mythique du Maroc, dont la Médina appartient aux temps anciens, donc qui conserve mystère et légende. Selon les procédés attribués au fantastique, le récit débute dans un quotidien banal qui ne doit pas être troublé. On est vraiment dans la dimension fantastique, on est dans le banal du quotidien. Les enfants viennent voir un parent qui n'a pas pu assister au mariage. Donc, ils vont leur porter des friandises pour qu'ils participent au moins par la saveur à ce mariage, puisqu'il a été privé des festivités. Et tout bascule dans l'espace de la Médina. Donc, ce lieu qui est un lieu particulier, mystérieux. Cette Médina est figurée dans son pittoresque. Il est question des senteurs, de la foule qui se bouscule dans les dédales des ruelles. On a des gros plans, sur des personnages assez défigurés qui font peur, voilà. Donc là, on a l'introduction du fantastique. Et les couleurs sont plus agressives. On a des rouges qui annoncent l'arrivée des djunns et qui envahissent complètement la page et qui encadrent, comme je vous l'ai montré, la femme hurlante avec les mains au nez en gros plan. Qui a tout de la sorcière. Donc, elle a les mains peintes au nez, le front tatoué qui porte les marques de la tradition et autant et les signes de sa tribu, donc qui introduisent une dimension de tradition et surtout de superstition. Sont présentés des personnages paniqués, hein, ils sont quelquefois vécus de manière traditionnelle avec djellaba, babouche, bâche, barbe, chèche ou le simple touriste. Ils courent tous dans la même direction, comme s'ils fuyaient un danger. Et voilà la main qui les attrape, voilà les personnages qui courent, et vous voyez la main qui les poursuit, qui a tout à fait l'allure d'une griffe diabolique. Hein. En dessinant les fantasmes des personnages, l'auteur donne à voir ce qui n'est qu'égarement et franchit la barrière qui sépare l'imaginaire du réel. Cependant, cette illusion qui se prolonge donc sur 8 pages trouve au final une explication rationnelle. Ce sont Karim et Lala Misette qui sont tombés dans le bassin de teinture, l'un dans du bleu, l'autre dans du rouge, et ont été recouverts des débris de laine laissés par les artisans de tapis. Une manière de signifier l'importance de l'artisanat dans la ville aussi, et de montrer qu'un accident peut faire basculer du réel vers le fantastique. Bon, à mon sens, ce n'est pas l'album le plus réussi quant à la trame narrative, parce que les autres sont beaucoup plus nuancés, plus variés. Mais il a le mérite de mettre en scène une superstition profondément ancrée dans l'imaginaire populaire et en démontrer aussi la vacuité. Pour ce qui est du patrimoine, de la deuxième thématique abordée par Sonia Ouajou, Fès est représenté sous son aspect légendaire, sans doute pour marquer le caractère conservateur qui lui est généralement attribué, mais sans qu'il n'y ait la moindre trace historique qui pourrait conduire les enfants vers une meilleure connaissance de leur pays. Bien au contraire, puisque les stéréotypes sont renforcés dans le récit. En revanche, à la recherche du trésor des Almohades, l'album est d'une toute autre nature. L'ouvrage s'ouvre sur un paysage de Marrakech, que je vais vous montrer. Donc, où figurent les constructions ocre-rouge indissociables de la ville, et à l'arrière-plan, les sommets enneigés de l'Atlas, qui se découpent derrière des palmiers, ceci rappelant la nature première de la ville, donc oasis et escale des caravanes venues du désert. Les contrastes sont notés entre la neige des sommets et l'ardente chaleur de la cité, tout comme l'activité pittoresque de la plage Jamaefna qui apparaît plus loin. On y retrouve, voilà la plage Jamaefna, on y retrouve
le porteur d'eau dans sa tenue rouge et cuivre, le chapeau frangé de laine multicolore. On y retrouve le vendeur d'oranges, la calèche, le charmeur de serpents, mais aussi les chanteurs et conteurs qui animent la ville et qui ravissent les touristes. Et ceux-ci sont d'ailleurs représentés à chacune des pages avec une forme assez négative, disons, on les dote d'un sourire assez niais et d'un sans-gêne que l'on peut observer d'ailleurs au quotidien. Il n'y a qu'à se promener dans Marrakech pour le voir. Euh, il faut noter la présence de l'européenne que l'on voit ici, voilà, la présence de l'européenne, donc en bas, euh, qui est une robe très légère et qui découvre des formes généreuses, donc peu respectueuses des lieux. Euh, et sa posture peut choquer un regard autochtone. Un homme fumant un cigare qui pourrait être un Américain, une femme blonde en robe très courte, mais aussi on trouve un frère musulman et son bâton de pèlerin, la mère de famille à la peau sombre, une femme entièrement voilée, comme on peut en croiser parfois. Tous ces personnages, dans leur diversité, participent au bouillonnement humain de la cité ocre, qui est désormais envahie par un tourisme de masse. Le caractère posé, le récit prend une toute autre tournure, puisque les enfants rencontrent Fatma la voyante, qui prédit à Malika qu'elle va trouver quelque chose de rare et de précieux enveloppé dans du blanc. Et immédiatement, la fillette pense au trésor des Almohades qui prirent Marrakech, donc, et la conservèrent capitale à titre égal avec Séville. La légende qui voulait qu'un trésor fût enfoui dans la ville trouve ici une variante qui permet à l'auteur de raconter une histoire édifiante, signifiant que l'on doit apprécier ce que l'on possède sans désirer l'inaccessible. Et là, on retrouve la destination première du conte qui est de délivrer une morale. Cependant, l'album est prétexte non seulement à rappeler une ancienne dynastie dont les enfants apprennent l'histoire à l'école ou vont l'apprendre quand ils seront plus grands, mais surtout à mettre en relief les contrastes d'une ville riche d'un patrimoine historique et architectural. Les paradigmes du conte sont largement cultivés avec les enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans un milieu hostile puisqu'ils partent à la quête de ce trésor dans la montagne. Donc ils se retrouvent dans un milieu hostile, il fait nuit, ils ont froid, ils sont entourés d'un bestiaire animé où les animaux parlent, manifestent leurs émotions et la souffrance qu'occasionne l'exploitation dont ils sont victimes. Et ce point est important. Tout d'abord parce qu'il appartient à la tradition du conte ou de la fable. Les animaux qui parlent, depuis Xénophon, on connaît, et ça fait partie de tous les récits anciens et de tous les contes pour enfants. Il y a des exemples multiples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils manifestent leurs émotions, donc ils sont anthropomorphisés comme peut l'être la petite chèvre également, mais ils parlent aussi de la souffrance qu'occasionne l'exploitation dont ils sont victimes. Et là, on est dans un retour réel qui est porteur d'enseignement, puisque chacun, animal et humain, s'aperçoit qu'il a un rôle défini et utile dans la société. En même temps, le fait que les animaux réclament du respect, la forme de respect, est tout à fait dans la lignée de l'enseignement coranique qui veut que les animaux soient également des créatures que l'on doit respecter, protéger. Donc on est à la fois dans de la morale générale et en même temps dans l'application des principes coraniques. Le retour réel est donc porteur d'enseignement, comme je vous le disais, parce que cette fugue vers le trésor et les improbables richesses s'avère vaine. Il n'y a pas de trésor, ils n'ont pas trouvé de trésor, mais permet de prendre la dimension des valeurs du quotidien dans une forme assez simplifiée d'apprentissage, puisque c'est après avoir passé quelques épreuves qu'ils comprennent cela. Malika, en effet, retrouve le collier qu'elle avait perdu, ce collier que lui avait donné sa grand-mère à sa naissance. Ainsi, en redécouvrant ce trésor personnel, elle renoue avec sa propre histoire et comprend que les choses les plus précieuses ne sont pas forcément liées
à la fortune. Donc, on a un enseignement très, très riche dans cet album qui est l'un des plus réussis. Délaissant le patrimoine historique et légendaire, un autre album se penche sur une des richesses naturelles du Maroc que représente l'huile d'argan, qu'il convient de protéger, ainsi que le signal, le glossaire à la fin du volume. Alors, à la fin du volume, vous avez tout un arganier, arbre épineux poussant en Afrique du Nord. Ses fruits, les amandes, sont utilisés pour faire une huile délicieuse, l'huile d'argan. En montant sur leurs branches pour se nourrir, les chèvres abîment malheureusement ces arbres fragiles, menacés de disparaître. Bon, si chaque album comporte des définitions des termes, comme je vous l'ai dit, à la fin, qui sont intraduisibles et qui sont essentiellement à destination des lecteurs français, celui de la Lamisette au bled de l'Arganier recèle un double message. D'une part, il explique le terme lui-même, arbre épineux, etc. Mais il ajoute une remarque qui rejoint la menace pesant sur ces végétaux. Si le danger est réel, et puisque l'État se mobilise pour protéger les arbres, l'UNESCO a inscrit l'Arganier au réseau mondial des réserves de biosphère depuis 1998, il est erroné de penser qu'ils sont fragiles. Ces arbres ne sont pas fragiles parce qu'ils résistent farouchement à la sécheresse du climat, aux écarts de température, mais de facto sont réellement menacés par la prolifération des caprins. Les petites chèvres dans les arbres sont très mignonnes, très jolies à observer, mais sont quand même un véritable danger. La solution n'est pas évoquée et on peut le regretter dans cette démarche qui est souvent pédagogique. Il serait naturellement intéressant d'avoir mis en place tout au moins une aide conséquente aux habitants du Souss, une région souvent délaissée, au profit des provinces du Nord. Mais le récit développe une idée sous-jacente qui tient à une célébration de l'unité du pays. En effet, dans cet album, qui est destiné donc à mettre en avant la richesse de l'Arganier, on trouve une rivalité entre les chèvres blanches et les chèvres noires qui se disputent pour remporter le prix de la meilleure huile. Voilà l'image. La voix de la raison et l'incitation appartient à leur congénère, donc la Lamisette, qui trouve dans ce recueil un véritable rôle fédérateur. Tout d'abord, elle suggère et elle invite à considérer que l'union est toujours gratifiante et les disputes vaines. Et si on étire un petit peu les propos de la Lamisette, on peut considérer que dans le contexte marocain, l'opposition entre Amazighs et Arabes, telle qu'elle a pu être vécue et représentée parfois, est vaine. Et on peut y déceler un appel dans la lignée de celui du maître soufi, donc Sidi Ahmed Moussa, ou plus largement encore, une condamnation du racisme. Bon, ainsi, les albums de la collection Malika et Karim participent-ils à dénouer des préjugés d'une rive à l'autre de la Méditerranée en mettant en situation deux enfants marocains, le plus souvent placés dans la découverte de leur pays. La plupart des albums sont disposés donc dans une version bilingue, comme je vous disais, qui est un trait d'union complémentaire entre les deux pays, qui permet aux enfants marocains d'approfondir leur connaissance du français et à ceux dont la famille a émigré de prendre connaissance avec leur origine sans que cela soit perçu comme un tiraillement, bien au contraire, comme le rassemblement dans une même page de deux langues distinctes, mais qui sont les leurs également, et qui permet aussi de donner du Maroc une idée juste aux enfants français qui le connaissent souvent très mal et par la plupart du temps par des dépliants touristiques ou des adultes qui leur disent « cette année on a fait le Maroc ». Tout ça pour dire qu'ils avaient passé 8 jours à Marrakech. De fait, la mission dévolue à la littérature pour la jeunesse est accomplie par Sonia Ouajou, non seulement dans la démarche didactique et éthique, mais aussi par le biais d'une initiation à l'art contemporain, comme le prouvent ses illustrations, qui sont assez créatives. Le tracé est aigu, les coloris sont souvent inattendus, la composition est faussement schématique, tout participe à une approche contemporaine
qui délaisse les icônes folklorisantes ou les mièvreries souvent attachées aux illustrations des livres pour enfants. Bon, pour conclure, parce que je pense que j'ai dû dépasser le temps, euh, le travail de Sonia Ouajou relève d'une démarche consciente envers le Maroc contemporain qu'il convient de protéger non seulement de son patrimoine ancestral, mais aussi des dangers d'une modernisation incontrôlée qui menace à la fois son intégrité et son âme et son équilibre écologique. À l'engagement pour des causes justes. Alors là, c'est un peu particulier. Ces causes justes que sont donc la transmission du patrimoine, la transmission de l'histoire, l'éveil aux problématiques contemporaines et la nécessité de conserver les traditions tout en intégrant la modernité. À cet engagement s'ajoute quelque chose qui est assez intéressant. C'est un autre album qui s'appelle Comme les autres, qui a été demandé par l'Association marocaine du soutien et d'aide aux enfants handicapés mentaux, qui met en scène Nora et Redouane, deux enfants trisomiques, qui montrent comment on peut insérer dans la société et dans la vie quotidienne sans ostracisme deux enfants considérés comme handicapés. Donc, à cet engagement des causes justes, dans la collection, pour la collection de Malika et Karim, on peut, et également comme les autres, cet album destiné aux enfants, pour les enfants trisomiques, on distingue très clairement le respect de l'enfant lecteur dans un texte qui est simple, accessible et fort bien formulé, et en même temps, dans l'illustration proposée, qui réinvente la fraîcheur de l'imaginaire enfantin, qui lui propose une vision élargie du conte, une manière de pouvoir prolonger l'histoire en se racontant une autre histoire avec les images, et enfin, de ne pas céder à des facilités de représentation. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci, Madame Bernadette, pour cette belle intervention. J'avoue que j'ai appris quelque Je n'en... chose. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Bernadette? Oui, c'est OK maintenant. Bon, alors, merci Bernadette pour cette intervention. J'avoue que j'ai appris énormément de choses et là aussi éveillé mon appétence pour lire davantage sur Sonia Ouajou. Donc, avant de passer aux questions, je voudrais tout simplement rappeler aux participants, s'ils le veulent bien sûr, de communiquer leurs coordonnées non prénoms, leur adresse mail au monsieur le professeur Rachid Jem pour qu'ils puissent recevoir par la suite leur attestation électronique. Alors, je passe directement aux questions. Donc, pour prendre la parole, oui, Bernadette? Oui, Bernadette? Activez le micro. Il faut activer le micro. Attends. Oui, je t'enverrai le texte entier, parce que ça, c'est une communication. Mais j'avais fait une communication beaucoup plus détaillée, qui pourrait être plus utile éventuellement, donc je te le ferai parvenir. Voilà. Ça marche. Donc, ça marche. Donc, pour prendre la parole, il vous suffit tout simplement de lever la main. Donc, pour ce faire, je vous invite on va dire à appuyer sur la petite main qui est juste en bas de l'écran. Je vous demande aussi d'éviter les polémiques et les longues réflexions qui ne sont pas l'objectif de cette conférence et de poser des questions directes. Hein. Donc, je vais ouvrir une liste. Donc, j'ai Monsieur Mustafa Borhim, Mohamed. Alors, attendez. Alors, je vais voir qui demande la parole. Monsieur le Benjarti. Monsieur le Benjarti, vous avez la parole. Alors, en attendant Monsieur le Benjarti, je donne la main à Monsieur Mohamed Koundi. Bonjour, Monsieur Mounir. Il y a un problème technique.
reçoit 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Monsieur Kondi. À vous la parole. Très bien. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vous écoute. Très bien. Bon, ma question est très simple. Est-ce qu'on peut dire que cette littérature de jeunesse s'inscrit dans un processus naturel qui s'inscrit dans l'histoire de la littérature marocaine ou maghrébine d'expression française? Alors, je ne sais pas si ça s'inscrit dans un processus naturel. Je pense que c'est une prise de conscience assez tardive. C'est une branche de la littérature francophone du Maroc. Et je pense que c'est plutôt quelque chose de périphérique pour l'instant. La littérature pour la jeunesse, et non pas la littérature de jeunesse, c'est pas la même chose. La littérature pour la jeunesse au Maroc est encore dans ses débuts. Mais c'est le même processus qui se passe dans tous les pays. C'est-à-dire qu'au départ, c'est peu important et ça prend de plus en plus d'importance. Je pense qu'il serait intéressant que beaucoup d'écrivains marocains écrivent pour les enfants. Ça permettrait d'avoir une littérature spécifique, adaptée, plutôt que d'avoir uniquement une littérature étrangère qui soit donnée aux enfants marocains. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Mais je voudrais seulement rappeler que l'idée du processus naturel du développement de la littérature ou le cours normal de la littérature marocaine d'expression française, à partir de ses débuts des années 50, est-ce que cette manière d'écrire marque, si vous voulez, une évolution positive, si vous voulez, de l'esthétique de l'écriture et des thématiques aussi? Ah oui, tout à fait, ça, entièrement, oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on on est débarrassé de tout ce qui est convention, tout ce qui est convenu. On est vraiment dans l'original, oui. Après une littérature descriptive, je dirais, aux années 50, d'après le descriptif d'un certain nombre de professeurs académiques, puis une littérature, je dirais, de contestation, et puis vers la fin du siècle dernier, on est face à une littérature multiple et beaucoup plus individualiste. Peut-on dire que celle-ci, aujourd'hui, qui fait l'objet de votre intervention, marque, si vous voulez, l'avènement d'une autre réflexion qui s'attache à la nouvelle génération qui devrait forcément demain avoir sa parole? Ah, tout à fait, oui. On est dans l'éducation. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien approprié pour votre école, parce que on est dans l'éducation. Donc, c'est une manière de transmettre aux enfants à la fois une conception moderne avec ce que je vous disais à propos de l'écologie, à propos du respect de l'environnement, etc. Et en même temps, de leur montrer l'importance des traditions. Donc, on est Merci dans... beaucoup. Donc, Merci beaucoup. merci beaucoup, Monsieur Kondi. Donc, Monsieur Benjarti, à vous la parole. Si vous êtes toujours connecté. Alors, je donne la parole à Abdeslam Nouij. À vous la parole, Monsieur Abdeslam. Bon. Tu vois plein de mains qui se lèvent. Ah ben oui. Bonjour. Oui. Bonjour. On vous Vous écoute. m'entendez bien? Oui. Oui. Merci, Madame Bernadette, merci le comité d'organisation, Monsieur Mounir et Monsieur Rachid, et à l'équipe technique pour cette intervention. C'est une opportunité de réfléchir à un certain nombre de choses relatives au projet de lecture chez nos enfants.
et de se forger une idée pour la littérature maghrébine aux enfants au niveau de la thématique, comme des valeurs universelles, comme le patrimoine, comme l'écologie. Donc, c'est une idée pour les années prochaines, pour le travail qui va se faire pour les enseignants et les enseignantes. Et éventuellement, ils ont besoin d'approfondir les aspects de cette problématique, c'est-à-dire le Maroc raconté aux enfants. Ma question, c'est comment peut-on arriver à articuler la programmation de ce genre de ce livre avec le projet éducatif et pédagogique du ministre de l'Éducation, et merci. Ah, alors vous me posez de colle parce que je ne suis pas ministre de l'Éducation au Maroc. Mais quand Mounir m'a parlé de cette conférence, j'ai pensé que c'était intéressant pour vous d'ouvrir des perspectives, en tant que futur enseignant pour la plupart d'entre vous, d'ouvrir des perspectives sur un des aspects de l'éducation que vous aurez à transmettre. La littérature pour les enfants est un des aspects qu'un enseignant doit connaître. C'est pour ça que je proposais à Mounir de faire quelques petites interventions sur justement la littérature jeunesse dans son ensemble. Qu'est-ce que la littérature jeunesse? De quoi ça se compose? Quelles sont les thématiques usitées? Et quels sont les liens qu'on peut faire entre éducation à la fois parentale et à la fois institutionnelle de l'enfance? Moi, ça me paraît indissociable. Merci, Monsieur Abdeslam Nouih. Donc, je donne la parole à Ashraf Nasehi. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur Ashraf Nasehi. Moi, je vois une dame, je ne vois pas monsieur. Donc, je passe à Saïd Mohamed. Saïf. Monsieur Saïf Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Madame la conférencière, merci Monsieur Mounir, Monsieur Jama. Donc, en ce qui concerne ma question, donc, puisque vous avez dit que, c'est-à-dire, donc cette collection est une passerelle entre, c'est-à-dire deux cultures, à savoir la française et marocaine. Donc, je me demande comment, c'est-à-dire un enfant francophone arrive, c'est-à-dire à consommer et à recevoir, c'est-à-dire cette collection en l'absence, c'est-à-dire d'une culture qui est étrangère et une culture marocaine, purement marocaine à 100%. La deuxième question, normalement, elle aurait dû, c'est-à-dire être posée pour notre auteur, mais malheureusement, c'est-à-dire faute d'être, c'est-à-dire présente, je vais essayer de la poser si vous avez, c'est-à-dire une réflexion. Donc, je ne sais pas si l'auteur, c'est-à-dire a essayé, c'est-à-dire de contribuer, c'est-à-dire au niveau du programme, c'est-à-dire scolaire marocain. Puis, ah non, je crois, là, ça non. Puisque c'est-à-dire c'est toute cette collection, c'est-à-dire est riche en la matière, c'est-à-dire des mythes marocaines, c'est-à-dire toute une culture, c'est-à-dire diversifiée. Est-ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire eu l'occasion, bien sûr, de participer à cette, c'est-à-dire collection, ou bien à ce travail de la rédaction du programme scolaire? Et merci. Alors, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. C'est pas du tout c'est pas du tout son objectif parce que de toute façon, ces textes sont antérieurs à la réforme qui vous a été proposée, puisque le dernier date de 2008. Donc son objectif à elle, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit je puise dans les souvenirs de mon enfance, avec toujours en moi cette nostalgie du temps qui passe, cette insouciance qui nous quitte chaque jour un peu plus. Sans qu'elle ne m'empêche de grandir, je garde précieusement en moi mon âme d'enfant, car écrire pour les enfants et peindre m'apaise et m'aide à mieux vivre. Donc en fait, c'est une démarche personnelle au départ, qui est destinée aux enfants, à la fois
dans cette démarche, comme je vous l'ai expliqué, à la fois didactique et ludique, mais aussi par rapport à elle pour exprimer son enfance. Donc c'est à la fois une littérature pour la jeunesse et une littérature de jeunesse, parce qu'il y a pas mal de souvenirs personnels qui sont présents. Maintenant, elle n'a jamais eu l'intention de participer à une quelconque réforme de l'enseignement, hein. Ou alors elle l'a fait en cachette, hein. Alors, c'est-à-dire, en ce qui concerne la première question, concernant, c'est-à-dire, comment peut-on, c'est-à-dire, ou bien comment l'enfant, c'est-à-dire francophone, arrive, c'est-à-dire, à consommer cette littérature, c'est-à-dire maghrébine à 100%. Alors à 100% non, mais ça c'est pas le but. Le but c'est qu'il connaisse, qu'il ait une vision du Maroc euh, beaucoup plus juste que celle celle qui lui est rapportée ou qui lui sont rapportées par des adultes, comme je vous disais, qui ont passé 8 jours à Marrakech au bord de la piscine et qui ont mangé 2 tagines et 3 gâteaux et qui sont revenus emballés en disant j'ai fait le Maroc. Maroc, c'est pas que Marrakech. Voilà. Si vous parlez à des Français de Bnimela, je vous garantis que ça les laisse totalement indifférents. Donc, ils connaissent pas, ils savent pas où c'est. Alors, quand vous leur expliquez la richesse de la région, là, ils disent, ah bon? Voilà. Donc, si vous voulez, ces textes qui reprennent à la fois l'histoire, à la fois les coutumes familiales, les coutumes religieuses, les pratiques religieuses, les caractéristiques. Bon, bien sûr, c'est général, hein. On n'a pas tout le Maroc dans la collection Malika et Karim, mais on donne aux enfants français une vision beaucoup plus juste du Maroc. Et je ne dis pas que ça va leur donner la connaissance du Maroc dans son intégralité, mais ça leur donnera au moins des éléments justes et non pas Merci. faussés par justement un embellissement, comme peuvent l'être certains contes qui confondent Maroc et Orient en pensant que les mille et une nuits se passent au Maroc, ou des choses comme ça. Donc ça donne une vision beaucoup plus juste. Et le petit glossaire qui est à la fin de chaque volume permet justement de se familiariser avec un vocabulaire qui est spécifique et qui n'est pas traduisible dans l'ensemble. Merci. Merci. Donc, je donne la parole à Monsieur Driss Kaji. Est-ce que vous m'entendez? Driss Kaji. Oui, je vous entends très bien, monsieur Mounir. La parole, s'il vous plaît. Merci. Bon, d'abord, je tiens à remercier Madame Bernadette, Monsieur Oussikoum et Monsieur Jemet. Madame Bernadette, bien sûr, pour la diversité des informations et la richesse de la matière que vous venez de partager avec nous. Bon, pour la question, je vais être bref. Pour ma question, il concerne les illustrations. Oui. Bon, pour les illustrations et les albums iconotextuels. Alors, est-ce qu'on peut les considérer des albums iconotextuels? Ah, iconotextuel, oui, pardon, je n'avais pas compris. Voilà. Oui. Vous me recevez? Parfait, là, parfait. Oui. Est-ce qu'on peut les considérer comme une deuxième écriture par Ah, l'enfant? tout à fait. Ben oui. Ça, à côté de leur rôle attractif, bien sûr. Et qu'en est-il de la relation entre l'auteur du texte et les auteurs illustrateurs? Alors, c'est le même. Elle a écrit et illustré. C'est elle qui a fait les deux, hein. Donc, il y a une parfaite osmose entre les deux puisque c'est la même personne. Ça, c'est... Il n'y a pas eu d'intermédiaire, si vous voulez. En revanche, pour ce que vous me demandez, c'est la différence entre l'illustration redondante et l'illustration complémentaire. On est quelquefois dans l'illustration redondante, c'est-à-dire que le texte parle d'un palmier et vous verrez un palmier. Mais il y a à côté, et notamment, et très souvent, des illustrations complémentaires, c'est-à-dire qui elle-même raconte une autre histoire. C'est ce que je vous disais du mécanisme de lecture de l'enfant. Il va d'abord regarder les images. Il va regarder les images et il va
dire ah ben tiens là c'est un marchand d'oranges, là c'est un et ça qu'est-ce que c'est, ça qu'est-ce que c'est, bon, et ensuite il va lire le texte. Donc les images vont apporter un complément au texte, un second récit, et le principe de l'album c'est ça, c'est justement de marier image et texte mais de manière complémentaire, c'est-à-dire que comme l'album est destiné à des jeunes enfants qui ne lisent pas encore très bien, qui liront 3-4 lignes, mais ne vont pas lire une page entière. Et ceux qui n'auront pas lu, ils vont le voir et ils vont l'interpréter et le relier au texte. Et en même temps, c'est une excellente gymnastique cérébrale qui leur permet justement d'aller de l'un à l'autre, et pas uniquement l'image et pas uniquement le texte. Alors, c'est le texte qui est un deuxième récit ou bien ce sont les images et les illustrations qui sont... Alors, ça dépend comment on regarde les choses. À mon sens, c'est l'image qui est un deuxième récit. Mais pour l'enfant, il procède dans l'autre sens. Voilà, justement. Merci. C'est ça. Merci, madame. Merci, monsieur Driss. Donc, j'accorde la parole à monsieur Al-Arossi Mustafa. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Mustafa? Oui, d'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien? oui, 5 sur 5. Oui, ça va. D'accord, merci bien. Bonsoir, monsieur Mounir. Bonsoir, madame Bernadette. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai deux questions directes. La première, est-ce qu'on ne peut pas considérer cette littérature comme une base pour archiver et sauvegarder certains aspects du patrimoine marocain pour la future ou bien pour les futures générations? La deuxième question, quel avenir pour cette littérature après Covid-19? Ah, alors la première question, je vous dirais que c'est non seulement une conservation, mais c'est une transmission. C'est-à-dire que ce qui existe, ce qui a existé et ce qui existe va être transmis à cette génération, à la génération donc qui avait 4 ou 5, 7, 8 ans en 2000, c'est-à-dire c'est déjà des gens qui sont adultes ou quasiment, et ces ouvrages sont toujours en vente actuellement. Donc on est dans la transmission de génération en génération. Bon. Pour ce qui est du Covid, là, je ne sais que vous dire. Je ne sais que vous dire. Précisez-moi ce que vous voulez dire là, parce que je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, est-ce que la matière première de travail sur cette littérature va rester la même, ou bien on va avoir d'autres aspects, ou bien d'autres horizons, ou bien d'autres Avant matières? ou après le Covid, vous voulez dire? Oui, après. Alors, écoutez, bon, je pense qu'on a un peu aussi. Bon, le Covid, c'est on peut appeler ça une catastrophe internationale, parce que ça fait quand même pas mal de victimes. Ceci dit, la malaria fait plus de victimes que le Covid. Le Covid a été un fléau, mais pourquoi on a considéré que c'était un fléau? Parce que ça a touché l'Europe. Les maladies qui touchent que l'Afrique, c'est pas considéré comme un fléau mondial. Moi, je suis désolée, mais c'est ça. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un avant, un après Covid? Peut-être d'une certaine manière, dans la mesure où les familles se sont retrouvées plus regroupées, et peut-être que là, la lecture aux enfants a joué. Est-ce que la littérature va changer après? Je pense que les enfants ont besoin de merveilleux avant et après le Covid. Hein. Ils ont besoin d'apprendre avant et après le Covid. Peut-être que il y aura des écrivains, des auteurs qui vont se lancer dans des bandes dessinées ou des albums où le Covid va intervenir. Mais je pense pas que ce soit révolutionnaire non plus. Hein. Le Covid, il a surtout frappé les esprits, bon, parce que bien sûr, il y a énormément de morts, quoique le Maroc s'est quand même bien mieux débrouillé que l'Europe, il faut bien le dire. Mais il y a eu beaucoup de morts, mais c'est pas non plus la peste noire. Hein. Et ça a été, si vous voulez, ce qui a été très fort, c'est la contamination très rapide, notamment dans les grandes villes, et aussi le fait que les médias ne parlent que de ça.
Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé au Maroc, mais en France, on ne pouvait pas ouvrir la radio ni allumer la télé sans qu'on ait du Covid toute la journée. Bon, ça n'a pas fait reculer l'épidémie pour autant, hein. Mais ça a permis, ça a créé une espèce de parano, et une espèce de phobie collective. Bon. Donc, la littérature, alors, il y a des philosophes qui se créent obligés de raconter en direct ce qu'ils avaient éprouvé, comme Bernard-Henri Lévy, qui a sorti un bouquin qui ne vaut strictement rien depuis le Covid. Mais pour ce qui est de la littérature pour la jeunesse, je ne pense pas que ça change grand-chose. Ça peut devenir un élément, un sujet annexe de la littérature pour la jeunesse, mais ça ne va pas modifier la littérature pour la jeunesse. Merci, Céla Rossi. Donc, je prendrai encore 4 ou 3 petites questions parce qu'on doit libérer Madame Bernadette qui a encore une conférence à donner. Donc, c'est Monsieur Mohamed Raji. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Bernadette. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir une auteure pour enfants, Sonia Ouajou, que j'ignore personnellement. Je reviens juste sur la question des illustrations. Oui. Je vois que l'illustration redondante pour un enfant de bas âge, surtout un enfant dont la langue maternelle n'est pas le français, c'est très important. Ah, bien sûr. Tout à fait, oui. Oui, c'est une sorte de traduction. C'est ça. Ça matérialise le mot, oui, tout à fait. Bien sûr, l'enfant a besoin qu'on lui traduise ça en arabe, donc l'image est plus éloquente. Bien sûr. Et puis, j'ai une question d'ordre général, c'est-à-dire comment peut-on encourager l'enfant à lire à l'ère où les jeux électroniques l'emportent beaucoup sur le livre et sur tout ce qui se rapporte à la lecture. On sait bien que les jeux électroniques, bien sûr, je ne vous apprends rien, occupent la majorité du temps des enfants, malheureusement. L'enfant n'a plus de temps pour lire, pour prendre un livre. Il est scotché au téléphone, au smartphone tout le temps, à tel point qu'il n'a pas de temps pour manger ni pour se reposer, malheureusement. Alors, je vais vous dire, il y a un remède tout simple. De dire aux parents. Parce que… Madame, les parents sont débordés, malheureusement. On va pas avec des petits, quand même. Avec des ados, ça j'entends. Mais avec des gamines de 4-5 ans, il y a quand même moyen de se faire comprendre. Hein. Non, je pense que si les parents prennent le temps d'ouvrir un livre avec les enfants, de les accompagner, ils vont lire. Ils vont pas faire que ça, je suis bien d'accord, mais ils vont lire. Mais si on leur donne un livre en lui disant « Tiens, occupe-toi », c'est sûr qu'ils vont pas le faire. Ils vont céder à la facilité de l'écran. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait en famille. Un enfant ne prendra… Enfin, les enfants n'ont jamais pris, surtout aujourd'hui, spontanément un livre. Il faut les accompagner dans cette démarche. Et ça, c'est le travail. C'est le travail de la famille, ça. Du père, de la mère, de la grande sœur, de la grand-mère, de la cousine, de la tante, de qui vous voulez. Mais c'est un travail de famille, ça. C'est pas… les livres, il faut pas… je pense que là, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ce qu'ils ont été il y a 10 ans, je suis bien d'accord. Mais si la famille se dit, bon, ben c'est comme ça et puis on laisse courir, non. C'est à la fin. Il ne faut pas que le livre soit lié à l'école, donc au travail, et qu'à la maison, ce soit l'écran de la facilité. Je pense qu'il faut faire que les parents ou les sœurs ou les frères, peu importe, que quelqu'un fasse le lien entre le livre de l'école et le livre plaisir de la maison. Mais ça, c'est un travail éducatif. Hein. Il faut commencer par éduquer les parents pour éduquer les enfants. Voilà, voilà. Je suis un peu catégorique, mais c'est dans ma nature. Hein. Merci, c'est Mohamed. Donc, je donne la parole à Mohamed Sherif. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Bonsoir Madame Bernadette, bonsoir Monsieur Mounir, Monsieur Jamal, merci à vous pour cette conférence et pour cette présentation riche. Alors, je vais commencer d'abord par deux commentaires. Et après, je vais passer à ma question. Alors, concernant les écrits de Madame Sonia Ouejo et leur thématique, alors, j'aimerais d'abord parler de la relation entre ce qui est dessin et ce qui est écrit chez Madame Sonia. Alors, parce que j'ai déjà examiné les tableaux de Madame Sonia et j'ai déjà vu que le thème de l'enfance, elle est toujours présent dans presque la plupart des tableaux de Madame Sonia. Et ça se reflète c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça se reflète dans les écrits de l'auteur. Et de là, on peut s'interroger sur la relation entre le pas, c'est-à-dire ce qui est dessiné, et sa relation avec le texte, ce qui est écrit. Et normalement, on peut se demander pourquoi l'auteur s'adonne à cette relation toujours entre l'illustration et le texte. Est-ce que c'est une question pour attirer le lecteur ou bien c'est autre chose? Deuxième remarque, c'est l'ethnographie. Normalement, l'ethnographie, elle est existante dans les écrits de Sonia Ouejo. Et normalement, dans les tableaux, normalement, on peut voir qu'il y a une relation traditionnelle ou une relation marocaine, ce qui est ici présent dans les écrits. C'est-à-dire, on peut faire une liaison entre, si vous voulez dire, la manière du récit de Madame Sonia Ouejo et la manière de la narration, si vous voulez dire, des écrivains marocains d'expression française, à savoir, par exemple, Ahmed Sfraoui. Et il y a un tableau qui rappelle aussi, si vous voulez dire, un tableau qui parle d'un bain traditionnel, qui rappelle une scène de bain mort chez Ahmed Sfraoui, dans le roman de La Boîte à merveilles, qui est qualifié de roman ethnographique. Troisième relation, ou bien troisième remarque, c'est concernant le corps et la fugue. Normalement, quand on parle du corps, cela rappelle un petit peu le roman de Caroline Solé, quand il a parlé de ce personnage Christopher, qui a fui sa maison, l'autorité parentale, pour jouir de cette liberté du corps. Normalement, il voulait faire de son corps ce qu'il voulait, et puisqu'il y a une autorité parentale qui empêche cette liberté, il a fui, si vous voulez dire, cette famille, pour jouir de ce corps qui est libre, de cette liberté, et pour s'adonner à la fugue. Et peut-être ce sont des liaisons que je voulais faire, normalement, pour poser la question suivante. Normalement, plusieurs thèmes sont présents, et plusieurs ressemblances entre plusieurs auteurs. Alors, liberté, sécurisée, protection. Normalement, est-ce qu'on ne peut pas se demander, ou bien est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une seule mémoire, si vous voulez dire référentielle, qui inspire ces auteurs, si vous voulez dire, de ce genre de littérature, qui sont des auteurs qui sont différents d'origine, de culture, mais on voit une ressemblance, si vous voulez dire, de plusieurs thématiques, de plusieurs thèmes, si vous voulez dire, qui se partagent entre les uns et entre les autres. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la mémoire collective. Hein. D'accord. C'est la mémoire collective, c'est-à-dire c'est ce qui est qui est le noyau d'une mémoire nationale avec dans ses fondamentaux. Après, il y a des variantes selon les époques, selon les milieux, mais on est dans la mémoire collective, oui. C'est ce qu'elle transmet, hein, c'est une mémoire collective. Ça n'a rien d'original, ce qu'elle donne. Mis à part les apports contemporains avec la protection de l'environnement et le respect de l'écologie et peut-être aussi la considération des animaux, quoique elle appartient déjà à la tradition coranique, mais on est dans la mémoire collective, oui, tout à fait. Mais l'avantage de cette série, c'est qu'elle promène les enfants d'une région à l'autre. On va de Tanger jusqu'à Tiznit ou tout au moins Agadir, toute la région, dans le Souss. Donc on traverse, si vous voulez, le Maroc en diagonale, depuis Tanger en passant par Marrakech et Casa, Marrakech et le Souss. Donc on fait un trajet assez schématique du Maroc, mais on s'adresse à des enfants. Donc, ce qu'elle transmet, c'est une mémoire collective. Et les auteurs dont vous avez évoqué le nom ont transmis une part de cette mémoire collective à leur manière. Elle le fait avec l'aide justement de l'iconographie et
pour des enfants, des jeunes enfants, hein. C'est des albums qui s'adressent à des enfants débutants dans la lecture, ou même à des enfants qui ne savent pas lire, puisqu'on peut leur raconter l'histoire en leur montrant les images. Oui, parce que normalement j'ai évoqué cette question d'illustration parce que aussi avec Caroline Solé dans son roman La pyramide des besoins humains, elle a accompagné son texte avec des illustrations. Eh oui, Normalement, c'est pour cela que je voulais faire cette mais c'est pas relation. nouveau, si vous voulez. On a des textes depuis les premiers textes. Bon là, je les ai pas sous la main, je peux pas vous le montrer tout de suite parce que c'est au fond de l'appartement. Mais les premiers, vous avez des textes, les Robinson Crusoe, donc le fameux Oui, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, a été mis en image avec une phrase du livre euh, par un Suisse au début du 19e siècle. Donc c'est un procédé ancien, hein, si vous voulez, c'est pas une nouveauté, elle a rien inventé. Mais ce qui est intéressant chez elle, c'est elle fait appel à des connaissances d'une mémoire collective pour des jeunes enfants et qu'elle leur propose une iconographie contemporaine et non pas une iconographie très 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 simple, très simpliste, très enfantine, si vous voulez, comme on peut rencontrer souvent dans les ouvrages pour enfants où tout est rond, tout est rose, tout est. Là, elle a véritablement, il y a une création artistique qui est d'ailleurs son travail, hein, elle est peintre avant tout, qui est intéressant parce que ça propose une autre vision de l'image à l'enfant. Donc, il y a en même temps une éducation à l'art contemporain. d'accord. Merci, madame. Merci. Désolé, les interventions, je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur. Toutefois, j'ai 3 petites interventions en attente. Alors, je donne Est-ce la qu'il y a une parole. fille parmi ces interventions? Ah, je ne sais pas. Parce que là, j'ai entendu que des messieurs. Elles sont peut-être timides. Elles sont timides. Tu parles. Oui. Alors, Hassan Oubakas, est-ce que vous êtes là? Non, ils ont jeté l'éponge. Bonsoir. Hassan, vous êtes là? Bonsoir, je suis là, oui. Allez-y, voilà. à vous le micro. Donc, je remercie infiniment tous ceux qui contribuent à l'organisation de cette visioconférence, Monsieur Mounir, Monsieur Rachid Jem et notre ami Gouskir, et en particulier Madame Bernadette pour cette interprétation à la fois riche et enrichissante. Franchement, je ne suis pas bon lecteur de Sonia Ouajou, mais j'ai l'idée. Rassurez-vous. Ah oui. Mais j'ai l'idée que ces ouvrages véhiculent une sorte de la volonté pédagogique, celle bien sûr d'instruire l'enfant marocain sur sa culture marocaine. C'est ça. Sachant pas que. Oui. C'est ça, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a derrière, il y a une intention de montrer que le Maroc est à la fois un pays moderne, puisqu'il y a des mentions de l'industrie, etc., et un pays qui est capable de conserver ses traditions. C'est le grand problème de tous les pays du nord de l'Afrique, hein. Comment harmoniser tradition et modernité. Ça se voit dans la littérature, ça se voit dans la littérature pour adultes, ça se voit partout. Et justement, là, je trouve que sa démarche est intéressante parce qu'elle montre que cette association peut être compatible, peut être réalisée. Oui, mais ma question, Oui. Ma question c'est, est-ce que Sonia, il a pris en compte la diversité culturelle marocaine? Non. Sachant qu'au Maroc, on ne peut pas parler d'une culture unique, mais on parle du multiculturalisme. Je suis bien d'accord avec vous.
Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais qu'elle parle de mémoire collective, parce qu'elle retient des éléments saillants, mais bien entendu, elle ne rentre pas dans les particularités régionales, les particularités entre Amazigh et Arabes, entre juifs quand il y en a, quand il en reste, musulmans, elle ne prend pas ça en compte. Le seul moment où ça apparaît, c'est ce que je vous disais, c'est quand il s'agit de ce qui se passe dans le source avec l'arganier, où justement la chevrette, la lamisette, explique que il vaut mieux être ensemble que de se combattre. Voilà. C'est le seul moment où elle marque une possible différence dans les cultures. Et encore, c'est perceptible par un adulte et pas par un enfant. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est un Maroc, mémoire collective très schématisé. Mais on s'adresse à des enfants. Des enfants de 6, 7, 8 ans. Donc après l'apport particulier de leur famille, de leur origine, ça vient en supplément par la famille et par leur propre vie. Mais là, elle donne une idée de la mémoire collective du Maroc, notamment par les Almohades, qui ont été quand même une grande dynastie qui a bien amélioré la condition en Espagne, il faut bien le dire. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc je vois bien que les étudiants commencent à se manifester et j'ai 2 étudiantes en attente. Alors je commence par Madame Zahera Al-Afoui. Donc à vous la parole, Madame Zahera. Alors bonjour Madame Bernadette. Bonjour. Bonjour mes chers professeurs, les participants, mes chers camarades aussi. J'ai énormément de plaisir d'assister à cette conférence. En fait, je n'ai pas des questions, mais uniquement une remarque. Vous avez évoqué un terme, le plaisir. Donc, et je me suis rappelé du concept de Roland Barthes, le plaisir du texte. Alors, pensez-vous, madame, qu'on est obligé d'inculquer ce plaisir chez les enfants, chez les parents, surtout durant cette période qui est difficile de confinement, parce qu'un des intervenants a parlé tout à l'heure des enfants qui ont perdu l'envie. Moi, je peux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai mes enfants. Au contraire, ils sont devenus même des auteurs à la maison, ils écrivent, ils font même des illustrations, ils décorent toute la chambre avec ces illustrations. C'est bien. Donc, la période de confinement, je vois que c'est une période bénéfique, que les enfants, durant laquelle ils ont appris beaucoup de choses, et c'était l'occasion ou jamais pour encourager la lecture. Alors, autre chose, je demande à mes chers profs, parce qu'au départ, je croyais qu'on va parler aussi de la littérature de la jeunesse, mais ici, on a parlé uniquement des enfants. Nous, en tant que futurs enseignants, je croyais qu'on va parler aussi des adolescents. Et oui, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Pardon? On ne peut pas tout faire à la fois. Exactement. Je reviendrai si vous voulez vous parler de la littérature pour les ados et pour les plus grands. Voilà, parce que voilà, ça sera pour la prochaine fois, j'espère. Voilà, c'est ça. Et voilà, je suis très contente d'assister à cette conférence et je remercie encore une fois le comité d'organisation en la personne de M. Jamer et M. Ossikom et aussi le comité d'organisation de la direction ESF. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. Merci, madame. Passe à Madame Sana Belmokhtar. Est-ce que vous m'entendez, Madame Sana Belmokhtar? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Bonjour. Je remercie M. Ossikom ainsi que M. Jamer de nous avoir offert l'occasion de rencontrer Madame Bernadette. Mon intervention ne sera pas une question, mais un remerciement à vous tous. En insistant à cette réunion, je commence à saisir au plus tôt, m'orienter sur l'objectif du ministère de l'Éducation nationale par l'intégration de ce genre de littérature au programme. Les textes présentés
ainsi se trouve au livret de français primaire qu'on a enseigné cette année. Le fait de se faire face à ce genre de littérature qui vient de naître cette année au programme d'enseignement nous a mis dans un embarras, je peux dire, avec son style d'écriture, les mots utilisés, et ça n'a pas attiré même l'attention des élèves. Cela est dû que nous n'étions pas informés ou plutôt formés sur ce genre de littérature d'avance, mais grâce à vous, l'image s'est complétée et je vous remercie une deuxième fois. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. C'est pour ça que je disais, Mounir, je disais qu'il serait intéressant d'avoir des petits topos sur la littérature pour la jeunesse. Il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on organise un truc demain, moi, il n'y a pas de souci. Non, non, c'était mignon, mais peut-être pas demain. Mais on peut envisager ça, oui. Je pense que ça serait un complément utile. C'est sûr. Donc, je prendrai 2 dernières interventions. Donc, je ne peux pas prendre toutes les interventions. Je suis vraiment désolé. Alors, j'ai 2 étudiants qui demandent la parole. Ah, je n'entends plus rien, là. Voilà, me revoilà. Ah, ben voilà. Voilà. Donc, ma connexion me fait défaut. Alors, je prends soit Ashraf Nasehi, soit Ilyas Nouri. Ilyas Nouri, je pense. Ilyas Nouri. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Donc, bonsoir, donc, si vous voulez. Est-ce que la voix est audible donc? Parfaitement. Oui, bien. D'accord. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier la conférencière et professeure émérite, Madame Bernadette, et même nos chers professeurs coordinateurs, Monsieur Rachid Jama ainsi Monsieur Mounir Oussikoum, sans oublier toute l'équipe technique responsable de la réussite de cette vidéoconférence. On vous remercie, Madame, pour cette richesse des informations fournies à propos de Sonia Ouajou comme artiste peintre et auteur illustrice de livres pour enfants. L'essentiel de mon intervention se pose comme suit. Donc, parfois, les écrivains marocains d'expression française touchent aux vies privées des Marocains ou dévoilent des secrets de notre société. L'exemple de Ahmed Sefrioui, son roman autobiographique, La boîte à merveille, dont on a trouvé une partie qui semble sensible un peu, c'est le passage où il parle plus exactement du bain mort. Ce qui change la vision des lecteurs européens, par exemple, est-ce qu'on peut compter ça comme un point positif ou contrairement, ça va laisser des traits négatifs chez nous comme Marocains? La question est même fournie à M. Oussikoum, s'il veut répondre. Ah oui, je pense que c'est plutôt lui qui va répondre que moi. D'accord. Donc, si vous voulez. Parce que moi, je ne peux pas vous dire les traces que ça va laisser chez les Marocains. Oui. Et même chez vous, comme des Français. Alors, chez les Français, ça dépend. Ça dépend des Français. J'allais vous dire, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont ouverts à la culture marocaine et qui vont y voir justement un intérêt à la fois informatif et pour mieux comprendre le pays, et d'autres qui vont trouver que ça les intéresse pas. C'est très relatif. Il y a des et de toute façon, la boîte à merveilles et d'autres sont très peu lus maintenant hein, en France. On est dans les auteurs marocains qui se vendent en France, puisque c'est comme ça qu'il faut voir le monde d'édition aussi. C'est Schreiby qui continue. Schreiby et Laroui, c'est les deux qui marchent le mieux, si j'ose dire. Hein. Oui. Et après, il y a d'autres, bon, les Khaïdine et puis Khatibi, tout ça, pour les intellectuels. Mais les auteurs plus anciens sont quasiment inconnus. Donc voilà. Mais les auteurs contemporains, oui, surtout qu'il y en a beaucoup qui viennent au Maroc, qui viennent du Maroc en France. Vous savez qu'El Alami,
a reçu un prix, le prix Orange du Youssouf Amin Al-Alami a reçu le prix Orange du roman africain cette année, enfin ce mois-ci. Donc, il va être encore plus connu en France. Oui, d'accord, oui. Voilà. Monsieur Mounir, vous allez répondre. Oui, je voulais vous dire que vous avez encore un peu plus de temps à nous accorder. Comme ça, je peux prendre 2 ou 3 dernières petites questions. Oui, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Alors, comme ça, je vais clore définitivement la liste des intervenants. Alors, Imen Taïb. Imen Taïb. Sinon, je passe à Mohsin. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. D'accord. Merci, merci Monsieur Monet pour cette occasion. Je remercie aussi Monsieur Jamin et Madame Bernadette. Donc, ma question, c'est une question qui parlera de l'onomastie. J'ai remarqué que les contes de Sonia parlent de ce qui est tradition, de ce qui est modernité, et je vois aussi que l'onomastie, insère ou bien joue un rôle très important. Est-ce qu'on peut dire que les noms comme Tata Kulthum, Karima, Misette, etc., parlent, insèrent, comment dirais-je, une force ou bien appliquent une force d'identité dans les contes? C'est Ah ça bien ma oui, question. comme tous les auteurs ne choisissent pas au hasard les noms qu'ils donnent aux personnages. Hein. Oui. Oui, si c'est pas un hasard, si elle s'appelle Malika, hein, parce que c'est quand même elle le chef. Oui, ben voilà, Donc la c'est ça reine. ma remarque. Voilà, oui, bien sûr que ça a un sens, bien sûr. Ça a un Donc, sens. est-ce qu'elle applique une force d'identité marocaine dans le conte? Ah, oui, mais déjà les noms, oui. Oui, mais les contes, enfin les ouvrages sont essentiellement marocains. Dans les couleurs, dans le graphisme, dans les personnages, les situations. Après, c'est de ce que je vous disais de la mémoire collective, mais de la mémoire collective qui est mise à disposition, si vous voulez, d'un lectorat qui n'est pas seulement marocain. C'est pour ça que je parlais d'un lien et d'une relation entre les deux rives de la Méditerranée. Elle écrit à la fois pour des enfants marocains qui apprennent le français, qui commencent à lire le français, et pour des enfants français dont les parents s'intéressent au Maroc. Alors, ça peut être pour des enfants issus de l'immigration, dont les parents ou les grands-parents sont marocains, pour leur montrer une autre vision de leur pays d'origine, tout de leur pays, oui, de l'origine de leur famille, de manière ludique. Et puis aussi pour les enfants français qui sont nés dont la famille est originaire de France, pour les initier à un Maroc qui n'est pas le Maroc des dépliants touristiques. Voilà. Oui, une autre petite remarque, c'est la présence de Misette. Est-ce qu'on peut dire que la présence de Misette nous souvient de la chèvre de Monsieur Seguin? Alors, non, je dirais non, parce que la chef de Monsieur Seguin, il n'y a pas d'enfant. Hein. La chef de Monsieur Seguin, c'est l'expérience d'un adolescent qui se brûle les ailes en voulant conquérir trop tôt son indépendance. Hein. Alors que là, la misette, c'est l'animal de compagnie. C'est celui qui est à la fois un peu leur conscience. Vous voulez, pour comparer à quelque chose de très peu original, c'est le Jiminy Cricket de Pinocchio chez Walt Disney, si vous voulez. Oui. Elle les accompagne. C'est elle qui les modère très souvent. Elle est un peu la voix de la raison, mais elle a un rôle comme les animaux dans les fables, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Sonia Wajou elle-même, puisqu'elle disait qu'elle avait une petite chèvre de la vallée de l'Ourika, qui était apprivoisée, qui les suivait partout, qui dormait dans leur chambre, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi de la part de l'auteur une volonté de réincarner cette petite chèvre de son enfance.
D'accord. Merci, Madame Bernadette, pour vos réponses. Merci. Merci à vous. Merci, mademoiselle Imen. Donc, je donne la parole à Mohsin Daria. Est-ce que vous êtes Oui. présent? Donc, Allez-y. oui. Bonjour, mon cher professeur. Bonjour. Donc, vois un doigt. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Là maintenant, oui. 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 Donc, je vous remercie pour l'ampleur de votre mobilisation et pour votre travail dans cette situation si singulière que nous traversons. Et merci, grâce à votre engagement, on continue à consolider nos acquis. Donc, ma question est la suivante. Pour parfaire et exceller le niveau des élèves en langue française, parce que c'est ça le souci et c'est ça notre enjeu. Oui, bien Est-ce sûr. qu'on doit penser à concilier entre la littérature et la culture francophone, ou bien on doit s'intéresser parallèlement à la culture marocaine? Parce que c'est ça le problème qui s'impose, c'est-à-dire au primaire, pour l'élève marocain. C'est-à-dire on commence par l'écrit et on néglige l'oral. Donc, personnellement, je vois qu'il faut parallèlement s'intéresser à l'oral. Et dans cette perspective, on ne doit pas simplement s'intéresser à la littérature, mais s'intéresser à l'oral et initier l'élève à la culture francophone. Et simplement, c'est un regard critique. Et donc, et merci. Alors, je ne vais pas vous apprendre votre métier, hein, euh, mais privilégier l'oral, bien sûr, c'est important, mais rien n'empêche de lire à haute voix des textes. Et qu'il y ait des connaissances de la culture française, c'est indispensable, hein. C'est d'ailleurs pour cela que des auteurs comme Larouille sont importants pour les plus grands, parce que justement, il leur permet de retrouver dans un contexte marocain des éléments de la culture française que les professeurs peuvent développer. Et on ne peut pas apprendre une langue sans voir sa culture. Donc, cet oral, il est nécessaire, mais il est nécessaire dans un contexte qui prenne en compte également la culture du pays. Oui, c'est indispensable. Mais il ne faut pas non plus que soient perdus les éléments la manière de formuler en français la culture marocaine. Ah oui, donc c'est pas grave de concilier entre la culture marocaine et parallèlement l'apprentissage de la langue française. Ben non. Oh oui, merci. Non, parce que les élèves, ils restent quand même des Marocains, même s'ils connaissent bien la langue française. Ah, ok. Donc, merci à vous, merci. Aussi participatif, c'est bien. Rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Merci Bernadette, merci encore une fois. Bye bye. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, oui.